bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022 et voici tout de suite les titres. Bien visé sous l'eau, c'est le défi des tireurs sur cible subaquatique. Ils seront réunis ce week-end à Sénaux pour les championnats de France. Lucas Ruche a suivi l'entraînement de l'équipe de la Réunion, immersion à suivre. Et puis il est très attendu et il ne devrait pas décevoir le public et les professionnels. Le Festival international du film d'animation fait son retour à 100% en présentiel. Dans quelques jours, Annecy se transformera donc, comme chaque mois de juin, en capitale mondiale du cinéma d'animation. Vous connaissez certainement la pêche sous-marine au harpon, mais saviez-vous que cette pratique est aussi un sport officiel nommé tir sur cible subaquatique? Les meilleurs athlètes tricolores se réuniront ce week-end à Annecy pour participer au championnat de France et notre reporter Lucas Ruche a suivi l'un des derniers entraînements de la délégation réunionnaise à la piscine de Sénaux. L'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur cet étonnant sport. Regardez. Compétiteurs, êtes-vous prêts? 3, 2, 1, top! Le tir subaquatique sur cible est une pratique qui nécessite certains prérequis. Tout d'abord l'endurance d'une apnée, puis la concentration d'un tir. En France, ils sont environ 1000 athlètes licenciés à s'adonner à cette activité pour le moins atypique. Je trouve que c'est un bon mélange entre savoir se poser, pour pouvoir bien tirer, être dans la précision, être calme. Et puis il y a d'autres épreuves où il faut savoir être dynamique et puis tout à coup s'arrêter, se recentrer sur toi et bien tirer et repartir. Donc je trouve que c'est un bon équilibre et c'est un sport où on apprend à connaître un peu ses limites et à savoir est-ce que je respire encore une fois pour y aller, est-ce que je peux y aller maintenant, voilà, je trouve que c'est intéressant là-dessus. Entre le tir de précision, le biathlon ou le relais, il existe aujourd'hui différentes épreuves de tir subaquatique. La pratique, mais surtout la professionnalisation de ce sport est pourtant relativement récente. C'est les chasseurs sous-marins au départ qui ont initié ce sport pour pouvoir s'entraîner l'hiver. Dans les années 30 à peu près, ils ont commencé à tirer de la surface. Et puis au fur et à mesure, ça s'est développé tel qu'on le connaît maintenant. Mais vraiment, on peut dire que c'est depuis les années... Alors avant, ils avaient des arbalètes en bois énormes. Je pense que c'est à peu près depuis les années 2000 qu'on a ce type d'épreuve et les arbalètes monotypes. Par tradition ou simplement par passion, certains pratiquent également la pêche sous-marine, comme c'est le cas pour ses adhérents réunionnais, plus habitués à nager dans l'océan Indien. La base, c'est l'apnée. Et après, la manipulation de l'arbalète, c'est lié aussi au sport de pêche sous-marine. C'est un très bon complément la semaine de pouvoir s'entraîner en piscine. Et puis le week-end, ou quand on a le temps d'aller en mer pour le poisson. Le loisir principal, ça va être la pêche sous-marine. On n'a pas l'esprit compétition forcément, mais le fait d'aller chercher les poissons, d'avoir des fonds différents, c'est sûr que c'est beaucoup plus ludique et plus intéressant que les carreaux de la piscine. Aujourd'hui majoritairement pratiqué en France, en Italie et en Grèce, le tir sur cible subaquatique cherche désormais à se développer à l'international. Et si vous aussi vous souhaitez encourager les 80 athlètes en compétition, rendez-vous ce samedi dès 10h du matin à la piscine de l'Île Bleue à Sénaux pour le début donc de ces championnats de France de tir sur cible subaquatique. Et dans l'actualité sportive également, l'Alpsman animera lui aussi les bords du lac d'Annecy ce week-end et nous sommes en ligne avec son organisateur. Bonsoir Ludovic Valentin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous gérez l'agence LVO qui organise donc ce triathlon extrême devenu célèbre désormais dans la région. Est-ce que vous pouvez nous redire déjà un petit peu en quelques mots en quoi consiste la compétition? Alors déjà merci pour ce passage. Donc la compétition, c'est un triathlon avec plusieurs épreuves. Donc l'épreuve phare, c'est l'extrême triathlon Alpsman. Donc les participants vont faire 3,8 km de natation, 183 km de vélo, 25 km à pied et le moment fatidique avec le tournant pour savoir s'ils continuent à tourner en bas pour finir le 42 km ou monter au sommet du Stylianos pour être top finisher et vraiment toucher le Graal. Alors justement, il y a une différence entre top finisher et leg finisher.
Voilà, on a donc une cloche qui est placée ici sur l'esplanade du lac à Saint-Joriot. Et jusqu'à 12 heures de course, vous avez le droit de sonner cette cloche et monter au sommet du Semnoz une fois que vous avez parcouru les 25 premiers kilomètres de course à pied. Et si jamais vous ne finissez pas ces 25 premiers kilomètres avant 17h30, donc les 12 heures de course, eh bien vous serez lake finisher. Vous continuez à finir le marathon au bord du lac pour terminer ici dernièrement sur cette ligne d'arrivée qui est la ligne du lake finisher. Comment s'annonce cette édition 2022, notamment au niveau de la participation déjà? La participation est très bonne, une édition excellente avec un retour, on va dire, à notre date du mois de juin, après quelques années difficiles. Donc non, la participation et l'édition s'annonce très belle avec une météo qui s'annonce clémente jusqu'à dimanche. Donc on est ravis de ce retour, on va dire, sur les bonnes dates. Dans ce contexte sanitaire qui semble en tout cas s'apaiser, s'alléger un petit peu, est-ce que les internationaux seront bien présents? Alors, quelques-uns, pas tous comme les années précédentes, on va dire. C'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour que ça reparte. On en a quand même quelques-uns. Il y a Nori Sanen, un Finlandais qui a fait deuxième à la dernière édition et sera présent au départ. Donc oui, on a quelques étrangers, des Italiens, pas mal d'Européens, on va dire, mais il nous manque les autres pays, on va dire, du monde qui ont un peu plus de difficultés et qui avaient surtout il y a 6 mois, parce que les inscriptions ont été faites au mois de septembre, qui avaient du mal à se projeter sur ce mois de mai. Qui participe généralement à cette course? Est-ce qu'il y a des amateurs aussi bien que des professionnels? Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous, amateurs tant que professionnels. Certains sont professionnels, mais très peu à la marge. C'est surtout une épreuve pour les amateurs, pour les amoureux de sport, pour les pratiquants assidus, bien sûr, parce qu'il faut quand même faire un petit peu de sport pour se lancer un tel défi. Mais c'est une épreuve ouverte à tous. Au niveau des bénévoles, des encadrants, est-ce que vous avez trouvé assez de monde pour organiser cette compétition? Alors, on n'a jamais assez de monde, plus on est, mieux c'est. Mais oui, on a quand même pas mal de personnes et de bénévoles qui ont répondu à l'appel et ça, on les en remercie parce qu'ils sont plus de 200 ce week-end à partir d'aujourd'hui, parce que depuis ce matin, on est sur le pont. Plus de 200 à avoir répondu à l'appel et nous aider pour organiser cet événement qui est aussi un événement et une ferveur locale qui est très important pour nous avec cet échange entre les bénévoles et les participants. Quel est votre souhait à vous, Ludovic, pour cette édition 2022? C'est le retour aux sources, on va dire, le retour à cette date et surtout qu'un maximum de participants prennent un maximum de plaisir, que chacun aille au bout de ses forces, on va dire, et de ses limites et que maximum réussisse à aller toucher le Graal au sommet du Semnoz et passe cette fameuse cloche qui est derrière moi. Eh ben, on vous souhaite une belle édition et j'ajoute que la course sera à suivre notamment sur la page Facebook de 8 Mont Blanc de 14h à 18h ce samedi avec bien sûr des points réguliers sur la course, des interviews. Ce sera également à suivre à l'antenne avec la belle arrivée du côté du Semnoz. Merci beaucoup Ludovic Valentin. Merci à vous et puis on se retrouve donc samedi après-midi sur ce live télé. Rendez-vous est pris, bon week-end sportif. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Il était encore en version hybride l'année dernière, mais cette fois, ça y est, le FIFA, le festival du film d'animation d'Annecy, redéploie sa voilure totalement. Cette édition 2022 débutera le 13 juin pour une semaine bien chargée. Le grand écran fera son grand retour sur le paquet pour des projections de plein air qui commenceront plus tôt dans la soirée grâce à un écran adapté. Le premier film à découvrir gratuitement en famille sera d'ailleurs projeté le dimanche 12 juin et le festival, c'est aussi une sélection de films en compétition officielle. Marcel Jean, le délégué artistique du FIFA, nous en donne la couleur. On l'écoute. En long métrage, je dirais, ce qu'on remarque, c'est une programmation qui est marquée par le poids de l'histoire. C'est-à-dire histoire des grands conflits du 20e siècle, par exemple, le génocide arménien ou la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme. Le poids de l'histoire, on le retrouve présent dans quantité des films de la sélection. C'est vraiment toute la question aussi de la migration, qui est très importante, se retrouve aussi présente. Donc, c'est une sélection très consciente des grands défis qui se présentent à la société.
Et en parallèle du festival, le marché international du film est un événement extrêmement attendu par le monde de l'animation. Il a été pratiquement absent ces 3 dernières années pour cause de pandémie et donc de restrictions. Cette année, les festivaliers internationaux seront bien présents et les studios du monde entier ont plus que jamais besoin de recruter. Ils pourront le faire lors de cette édition, donc du 14 au 17 juin. C'est ce que nous explique la responsable du marché du film. On l'écoute. Il y a 150 événements qui sont prévus, on a 160 stands, donc on est à plus de 4000 accrédités, donc ça va être une semaine très active et très festive aussi. Donc à la fois on a des rencontres professionnelles, des rendez-vous de coproduction qui sont très importants sur les stands. On aura beaucoup d'événements aussi de cocktails, de networking, ce qu'on appelle tout ce réseautage qui se fait outre les événements qui sont organisés. Il y a aussi énormément de rencontres autour du recrutement. Les studios qui ont énormément de demandes, des chaînes, des plateformes, Netflix, Amazon, sont en train de produire énormément de contenu. Et pour cela, il leur faut des équipes. Et les équipes sont difficiles à trouver. Les écoles forment énormément en France et dans les écoles à l'étranger, mais finalement ça ne suffit encore pas face à cette demande de contenu. Mais en tout cas, nous allons organiser ces sessions de recrutement pour les studios qui sont en demande. Donc c'est le moment fort de ce marché cette année, c'est le nombre de séances de recrutement. Et tous les studios seront présents, des gros studios américains jusqu'aux studios d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. Donc ça, c'est un moment très important en effet cette année. Et j'ajoute que le marché du film d'Annecy a tenu à venir en aide aux acteurs ukrainiens de l'animation. L'organisation est en lien avec les représentants de la filière en Ukraine et permettra aux professionnels qui le peuvent de participer à ce marché gratuitement. Un hommage sera aussi rendu lors du festival avec des projections d'œuvres ukrainiennes. La région Aura est elle aussi solidaire avec l'Ukraine et particulièrement avec ses étudiants. Elle a décidé d'octroyer une bourse de 2 000 € à 130 étudiants ukrainiens qui font leurs études en Auvergne-Rhône-Alpes actuellement. Elle doit les aider à poursuivre leur cursus. Cette mesure fait partie du plan d'aide voté en mars dernier et doté d'un budget global de 300 000 €. Dans l'actualité également, l'État et le devenir du réseau ferré en vallée de l'Arve questionnent les associations de défense de l'environnement. Après avoir rencontré de nombreux élus, France Nature Environnement a réuni la presse ce jeudi matin. L'association espère faire entendre sa voix et ses revendications concernant la desserte des trains dans le secteur. Une voix qui a du mal à atteindre les décideurs dans le domaine. Plus de précisions avec Emmanuel Jaude. Si l'arrivée du CEVA a permis il y a quelques années déjà de mettre en lumière la vétusté d'une partie du réseau ferré au Savoyard, les projets de rénovation sont, eux, depuis longtemps à l'étude. Des chantiers toujours prévus aujourd'hui, mais qui interrogent de plus en plus les associations, pour qui trouver des informations vérifiées est devenu bien difficile. C'est un projet de modernisation donc, entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais qui date des années 2010. Et on espère qu'il verra le jour en 2027. SNCF Réseau nous annonce 2 ans de fermeture de circulation sur cette ligne et ça c'est tout à fait inadmissible, je pense, pour avoir travaillé 35 ans dans ce domaine, qu'on peut très bien le faire en une journée avec des cheminots qui sont compétents et non pas avec des entreprises privées qui n'ont pas d'habilitation pour travailler sur des voies circulées. Quant à la possibilité du report modal, comprenez de passer les marchandises sur le rail plutôt que sur la route, elle ne semble toujours pas faire consensus. À peine 1 an et demi avant les travaux de rénovation du tunnel du Mont-Blanc qui obligera l'ouvrage à fermer ses portes pendant près de 2 mois, de nombreux acteurs locaux espèrent toujours que cette occasion sera saisie pour faire un pas en avant vers le ferroutage et non pas juste dérouter le trafic routier vers la vallée de la Maurienne et le tunnel du Fréjus. Une évolution qui pourrait débuter avec un système de bonus et de malus pour les transporteurs. Donc le malus, on pense qu'il est déjà payé puisque sur le péage du tunnel du Mont-Blanc, sur les bénéfices du tunnel du Mont-Blanc, il y a un fonds pour l'intermodalité qui récupère 20 millions d'euros par an, donc il y a des fonds. Et on préconise de donner un bonus aux entreprises qui choisiront de traverser les Alpes par le rail. Donc un bonus sur la tonne transportée par le rail.
quel que soit le mode de transport par le rail, donc le transport de fret classique, un train de fret, le transport combiné où on transfère de la route vers le rail, et puis l'autoroute ferroviaire alpine, même si on sait que c'est une goutte d'eau dans la mer, puisqu'il y a à peu près 30 000 poids lourds qui peuvent l'emprunter chaque année. Mais avant d'en arriver là, reste à France Nature Environnement de soumettre ses idées aux principaux acteurs concernés, et ce, avant que les premières décisions ne soient prises. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe avec un clin d'œil particulier à Damien Rémy pour la réalisation du JT. Juste après la météo de Thierry Paulme, vous retrouvez Marine Schneider pour le 4e et dernier épisode de son panorama consacré aux eaux thermales de nos départements. Et puis à 19h, un nouveau débat à la rencontre des candidats de la 4e circonscription de Savoie. Je vous dis à demain pour le dernier JT de la semaine. Belle soirée à vous.